Bonjour à tous, vous qui êtes connectés. Normalement, on m'entend bien. Je veux bien que vous répondiez que vous me fassiez un signe en me disant oui dans les questions, en me disant c'est bon, c'est ok, on vous entend. Aujourd'hui, je suis accompagné de Miranda Kabiri et de Benjamin Lebeau qui nous font l'honneur d'être présents depuis le MIPIM. Pour ceux qui ne connaissent pas ce salon, c'est un salon de l'immobilier professionnel à Cannes. Avant de présenter France SCPI et de faire un petit laïus sur ce qu'est une SCPI et quels sont les risques, je vais peut-être laisser vous présenter, Miranda et Benjamin. À qui l'honneur? Alors donc, on va essayer de régler le petit problème en direct de son de Miranda. Benjamin Lebeau, donc je suis le directeur général d'Alderan, société de gestion de portefeuille immobilier, gestionnaire notamment de la SCPI Comet. Ok, eh ben super. Je pense que Miranda, qui est en écran noir, va revenir. Je propose de poursuivre la présentation. Ou alors, Benjamin, vous partagez votre écran, c'est ça? Oui. Ok. Alors, on est au MIPIM à Cannes, ce qui Ouais. explique qu'on a un petit sujet de connexion. Voilà. Alors Miranda, qui êtes-vous? Est-ce que vous nous voyez tous les deux? Ouais, je vous vois très bien, c'est parfait. Super. C'est peut-être mieux. Alors Benjamin donc expliquait qu'il était directeur général d'Alderan, et vous, je trahis pas de secret puisque je l'ai déjà annoncé, vous êtes directrice du Fund Management et de l'international chez Alderan, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Je vais prendre la parole pendant quelques minutes et après je vais vous laisser la parole sur Comet. Simplement, donc je suis obligé de rappeler qui est France SCPI pour les personnes qui nous écoutent sous forme de podcast sur toutes les plateformes de streaming musical. Les personnes qui nous écoutent en replay, qui nous regardent en replay, pardon, sur YouTube. Donc France SCPI, la mission première, c'est de proposer de souscrire à des SCPI en ligne. On est un site internet simplement. Ça c'est notre mission principale. Et puis après on a d'autres missions connexes qui sont de laisser une base de connaissances et de savoir qu'on a concaténé au fur et à mesure des années sur la SCPI. On est aussi un site d'actualité. On permet aussi de simuler des investissements SCPI, de les comparer. Et puis le corollaire de notre mission principale qui est de pouvoir investir en SCPI sur n'importe quel SCPI, c'est évidemment le suivi et le conseil dans le temps. Une fois que j'ai dit ça, tous les responsables juridiques et les RCCI de la planète attendent que je parle des risques, ce que je vais faire. Il faut afficher les disclaimers. Exactement, voilà. avant de parler. Particulier. Exactement. Le risque principal, évidemment, quand on investit dans les parts de SCPI, c'est de ne pas avoir de garantie en capital. Donc, j'investis et bien évidemment, je ne suis pas sûr de récupérer la somme investie lorsque je voudrais ressortir de ce placement. Pourquoi? Parce que le sous-jacent est immobilier, donc c'est un risque auquel s'exposent les épargnants. Il y a aussi un risque de liquidité. On le voit en ce moment, notamment avec des SCPI qui font supporter une attente longue et indéfinie à leurs associés qui veulent sortir. Quand on investit dans les SCPI, on n'est pas sûr de ressortir sous une semaine, sous un mois, sous un an. Et ça, c'est vrai pour toutes les SCPI, qu'elles soient anciennes ou pas, qu'elles soient performantes ou pas. Voilà. Et puis il y a d'autres risques qui sont liés au marché, comme la non-garantie, évidemment du prix de part, on en parlait, mais la non-garantie du rendement. Il n'y a pas de performance passée qui laisse présager de l'avenir. Si vous vous endettez par ailleurs, vous avez une obligation de remboursement. Une fois que j'ai parlé de tous ces avertissements que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo, eh bien, je suis très 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 content qu'on parle de la SCPI Comet aujourd'hui, parce que c'est la SCPI qui affiche le meilleur taux de distribution. Mais on va en reparler pour l'année 2024. Et par ailleurs, je dois rappeler quand même que les performances passées présagent pas de l'avenir. Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est de faire un tout petit point marché, de faire un focus sur le calcul du rendement. Vous allez voir qu'il a son importance. Je vais laisser Miranda et Benjamin parler de la SCPI Comet. Et puis, les échanges prévus avec moi et vos questions, je vous propose de les faire
en même temps que le point 2. Ça créera plus d'interactions et je pense que ça permettra aussi de peut-être creuser un peu plus profondément le sujet de Comet. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un endroit pour cela. Rapidement, donc le rendement cette année, les SCPI n'ont pas failli à leur mission qui est de fournir un rendement et l'évolution de ce rendement, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que en 2024, donc le taux de distribution moyen des SCPI, c'est 4,73%. Ça c'est intéressant parce que depuis 1988, on est dans un tunnel qui est plus 4 plus 8. Donc les SCPI n'ont jamais fourni moins de 4% et jamais plus de 8 à part une année. Bref, mais ce rendement, ce taux de distribution, comme on l'appelle dans le jargon des SCPI, 4,73%, c'est un peu un arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que déjà, ce 4,73%, même s'il augmente en pourcentage, il n'augmente pas forcément en euros versés aux associés. On s'aperçoit en effet qu'il y a certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part. Et donc, en moyenne, les dividendes versés sont un tout petit peu inférieurs à ce qui a été versé en 2023. Et pour autant, comme le dénominateur, et on va le voir après, le prix de la part en moyenne a baissé, eh bien, on a un meilleur taux de distribution. Ce taux de distribution 4,73, il cache aussi quelque chose. Il cache une dispersion assez importante des taux de distribution sur la globalité de l'offre SCPI. Donc, on voit ici, alors je sais pas, c'est peut-être un peu petit, mais on voit tout à gauche une SCPI qui fournit un rendement qui est proche des 3% de taux de distribution. Et puis tout à droite, on voit des SCPI, dont Comet, qui fournissent des rendements qui sont supérieurs à 10% au moins. On va y revenir et je vais vous challenger là-dessus. Ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit autant de dispersion, un écart type aussi grand entre toutes les SCPI. Et j'en veux pour preuve la slide d'après. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a décidé de comparer 2 années. N'hésitez pas à me dire si vous voyez pas. On a comparé 2 années après 10 ans d'écart, donc 2015-2024. 2015, donc tous les points que vous voyez, c'est l'étendue de tous les rendements. Donc il y a beaucoup de superpositions. La moyenne, elle est quasiment la même que en 2024. On est à 4,85% de moyenne de taux de distribution en 2015, et 4,73 en 2024. Donc on est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Eh bien, on s'aperçoit que on a une concentration qui est forte sur les taux de distribution de SCPI et sur 2024, donc 10 ans plus tard quasiment. Alors déjà, on a plus de points apparents. Ça, c'est dû aux créations de SCPI sur l'année 2023 et 2024. Même si 2024, on peut pas parler pour celles qui se sont créées en 2024 de taux de distribution. On va y revenir. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les rendements vont de 3 jusqu'à quasi plus de 12%. Alors, ça, c'est un point important et ce qui me permettra de faire le pont avec Comet, c'est que le taux de distribution, moi j'aimerais y revenir et vous allez voir en quoi France SCPI, c'est quand même important parce qu'il y a une grille de lecture à avoir. Sur le taux de distribution. On a pas mal de sociétés de gestion, de SCPI, et je pense que c'est pas Miranda et Benjamin qui vont me contredire. Pas mal de SCPI qui jouent un peu avec les définitions, parfois qui outrepassent les règles de définition de taux de distribution. Et ce taux de distribution, il est là pour donner un socle pour permettre la lecture de la performance de chaque SCPI. C'est pas le seul indicateur, mais c'est important. Et je rappelle, je sais que vous êtes probablement connaisseur et que vous connaissez cette définition du taux de distribution, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Le taux de distribution, le TD, c'est le dividende brut versé pour l'année N divisé par le prix de part au 1er janvier de l'année N. Et évidemment, le dividende versé, c'est avant prélèvement libératoire et autres fiscalités payées par le fonds pour le compte de l'associé. Et là aussi, on en parlera probablement avec Comet. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez voir que chacun interprète la définition comme il le souhaite, parfois à tort et parfois à raison. Mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et on a aujourd'hui, quand on voit l'étendue notamment, et je reviens sur ce spectre qui est extrêmement large des taux de distribution, on a
trois cas qu'on recense, qui sont pas tout à fait dans le faux, mais pas tout à fait dans le vrai non plus. C'est les trois cas auxquels il faut faire attention. Et nous, on essaye d'apporter de la lisibilité sur cette lecture. Le premier cas qu'on trouve, c'est les rendements annualisés. Alors là, on a carrément un exemple. SCPI créé en 2024, prix de part au 1er janvier 2024, 100 € par exemple. Elle verse un mois de dividende au mois de décembre parce que elle vient d'acquérir un actif au mois de novembre, imaginons. Elle verse 83 centimes par part. 0,83 fois 12, elle se dit, OK, ça fait un taux de distribution à 10%. Vous voyez que j'ai barré, ou j'espère que vous le voyez, j'ai barré le taux de distribution. Ce n'est pas un taux de distribution, c'est un rendement ou un dividende annualisé, mais ce n'est en aucun cas un taux de distribution. Sur le site de France ACPI, on l'affiche comme tel, avec un énorme warning, un énorme point d'exclamation en disant « Attention, ce n'est pas un taux de distribution ». Il y a un deuxième cas, un deuxième point qu'on retrouve plus marginalement, mais ça peut fausser la lecture. C'est le cas de la part sponsor. Donc, la part sponsor, c'est dans le langage des startups un peu un cadeau early bird. Donc, ça veut dire si vous investissez avant la masse, avant les autres, si vous faites confiance, si vous avez confiance dans le projet avant tout le monde, on vous récompense en vous permettant d'acheter une part à prix réduit. Voilà, tout simplement. Et là, dans cet exemple, vous voyez, il y a une SCPI qui est créée en 2023, un prix de part au 1er janvier qui est de 100, mais une part sponsor, qui est de 50. 12 mois de dividendes versés à 5 €. Et là, la SCPI décide, la société de gestion décide de prendre comme dénominateur, comme référence, le prix de part sponsor, ce qui peut être un peu biaisé, ce qui, en effet, permet de mettre un taux de distribution à 10% plutôt que 5% dans les faits. Et certaines SCPI, dont Comet, décident de prendre le prix de part statutaire, bien que en interprétant la définition du taux de distribution, les sociétés de gestion qui appliquent cette part sponsor sont pas tout à fait dans le faux, mais pas tout à fait dans le vrai non plus. En tout cas, ça révèle pas la vraie nature des choses. Alors nous, c'est pas le chiffre officiel sur lequel on communique. On a décidé de communiquer sur non pas une part sponsor, mais une part pleine. Alors, je crois que vous affichez les deux en disant. Et on met en avant le taux à 10,62%, alors que le taux en sponsor serait de 11,18. Et ce n'est pas celui que l'on pousse. Oui, tout à fait. Et on a l'obligation de communiquer sur les deux. C'est tout à votre honneur parce que tout le monde ne fait pas comme ça. Voilà. Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas qu'on peut rencontrer, et là, on demande à nos clients, aux personnes qui viennent voir les taux de distribution par ordre décroissant sur notre site, c'est le cas de la dévalorisation. Il y a des SCPI anciennes. Là, j'ai pris l'exemple d'une SCPI créée dans les années 60-70. Un prix de part au 1er décembre à 100 €, une dévalorisation de 30% pour plein de raisons, pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici, qu'on connaît, au 31/12/2023, ce qui donne un prix de part au 1er janvier 2024, comme un fait exprès, de 70 €. Et donc, 12 mois de dividendes versés 7 €, eh bien, on a un taux de distribution à 10%, alors que, en effet, il aurait été un peu moindre à 7% si ça avait été le cas. Alors, soit dit en passant, c'est ce genre de SCPI qui dévalorise de 30%, et ça a été le cas ces dernières années pour certaines. En général, elles n'ont pas un taux de distribution à 7% ou à 10%, mais il y a des manipulations, disons, sans que ce soit tout à fait péjoratif comme terme, des manipulations de chiffres qui font que on s'arrange un petit peu avec le rendement. Et si vous arrivez, et je sais que beaucoup d'épargnants font ça, si vous arrivez en disant j'ai envie d'investir dans la SCPI, je fais un tri par ordre décroissant des taux de distribution. Ah, celle-ci, elle m'a l'air pas mal, elle a un taux de distribution à 10%. Peut-être que vous vous plantez. Et c'est aussi notre rôle. Et je prêche un peu pour notre paroisse. C'est un peu notre rôle aussi, c'est d'apporter du conseil, d'apporter du suivi et d'apporter un peu plus de transparence dans la lecture de ces taux de distribution qui sont malheureusement parfois un peu le seul indicateur regardé. J'ai fait un long monologue, j'ai été vite pour vous laisser le plus de temps de parole possible. Maintenant, je sors mon petit carnet avec mes questions et je vous écoute parce que c'est à vous. Et je vais vous demander peut-être de rappeler ce qui est Aldéran et pourquoi c'est un acteur historique. Oui, merci Paul pour ces explications. Et effectivement, c'est le choix aussi de la clarté et de la transparence qu'on a voulu mettre en œuvre parce qu'on y est très attaché et
c'est bien d'avoir fait cette introduction avant de parler de se focaliser sur ce taux et de réexpliquer les règles. Une SCPI, c'est aussi une société de gestion qui est derrière. Effectivement, on souhaitait représenter ou présenter qui est Alderan, donc la société de gestion qui se cache derrière la comète. Alderan, c'est une société de gestion indépendante. On est fiers de notre indépendance et qui est néanmoins qui n'est pas un newcomer sur ce marché. C'est en réalité une société qui dispose de 25 ans d'expérience, en tout cas en immobilier tertiaire. Historiquement, on n'opérait pas spécifiquement on qualifie le marché de la pierre-papier. On était vraiment sur la pierre, donc pour le compte d'un family office et d'investisseurs privés, avec surtout des stratégies en réalité opportunistes et à forte valeur ajoutée, notamment avec des développements pour compte propre, ce qui a forgé en quelque sorte notre solide expérience sur des opérations complexes. On est allé chercher en 2017 l'agrément de l'autorité des marchés financiers. L'idée derrière tout ça, c'était de faire bénéficier le grand public de ce savoir-faire interne que nous avions développé au fil des années précédentes. Cet agrément, il est intervenu en 2017 et à ce jour, nous gérons notamment donc 6 fonds régulés, certains à destination d'une clientèle plus professionnelle, 2 SCPI à destination de la clientèle retail, et ce sur toute classe d'actifs. L'une est relativement connue, donc l'une des SCPI, c'est la SCPI Activimo, qui s'est fait connaître notamment comme étant la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité, à la logistique. Et la deuxième, la petite sœur, c'est effectivement Comet, qui elle est résolument tournée vers l'international et purement diversifiée. Alors la petite sœur, pardon, je vous coupe, la petite sœur, parce qu'elle est exactement pareille qu'Activimo, c'est la même chose, c'est les mêmes placements. Parce qu'elle a la même maman, okay. Mais les enfants sont différents. Okay. Non, petite sœur parce qu'elle est juste plus jeune, mais en réalité elle est très complémentaire par rapport à la stratégie d'Activimo, notamment ce caractère résolument diversifié qui lui permet de s'intéresser à toutes les typologies d'actifs. Ok. Il faut que je passe. C'est ça. C'est aussi une équipe donc de 52 professionnels qui assurent tout le service en interne, à la fois donc dans notre métier de gestion de passifs, donc avec le service client à nos investisseurs, mais également tout le travail qui est fait sur la gestion de l'actif au sens pur. C'est important, c'est là qu'on va créer ou construire je dirais concrètement cette performance sur l'immobilier, avec la particularité notamment d'avoir la totalité de la gestion locative en interne et la comptabilité également entièrement internalisée. C'est précieux pour travailler cette matière immobilière qui nous est chère. En quelques chiffres rapides, aujourd'hui à Alderan, c'est donc aussi 1,6 milliard d'encours sur 7 pays, puisque clairement on avait entamé la démarche avec Activimo, là aussi pour suivre une tendance et une demande de plus en plus forte des souscripteurs d'internationaliser nos investissements. Mais aujourd'hui, donc le patrimoine d'Alderan, c'est 7 pays qui sont couverts, qui sont ouverts grâce notamment aussi à l'arrivée de Miranda. Et pour nous résumer, c'est vrai que j'aime aussi à citer nos valeurs: audace, excellence, résilience, humilité et solidarité. Voilà. Okay. Un beau programme. Ouais, tu faisais bien de passer sur le slide d'après. Donc, pourquoi investir à l'international, puisque c'est vraiment le sujet de Comet, comme le disait Benjamin, c'est une SCPI diversifiée et internationale que nous avons lancée le 18 décembre 2023, donc elle a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui. Pourquoi l'international? Plusieurs raisons. Investir à l'international nous permet d'intervenir sur un terrain de jeu très large et ainsi de saisir les momentum de marché grâce à une lecture fine des cycles immobiliers et une connaissance accrue de nombreux marchés étrangers. Donc aujourd'hui, nous, on est présent au niveau d'Alderan sur 7 pays, mais on navigue sur une quinzaine de marchés de manière générale.
Notre zone de chalandise, elle est donc très large et cela est assez intéressant dans un contexte de diversification et de mutualisation des risques. L'autre point, c'est qu'aller à l'international sur ce terrain de jeu large va nous permettre d'être sélectif puisque l'on rayonne sur plusieurs marchés en même temps. Donc, on va avoir le choix de mettre en concurrence les acteurs sur les différents pays, d'accélérer, de stopper ou même d'être momentanément attentiste sur un marché donné. À titre d'exemple, sur 2024, on a dû recevoir environ 9 milliards d'euros de dossiers sur une quinzaine de pays et au final, on en a investi moins de 5%. Ensuite, aller à l'international, il va y avoir un effet temps. À l'étranger, en moyenne, on investit plus rapidement qu'en France. Et parce qu'une SCPI et Comet également dispose d'un délai de jouissance, l'effet temps dans un investissement est primordial, sans lésiner sur la qualité des actifs, bien évidemment. Dans certains marchés que nous ciblons aujourd'hui, on va réussir à transacter des opérations en 4 à 6 semaines. Et donc, ça va créer un effet relutif sur la performance du fonds, ce qui explique en partie également la performance 2024 de Comet. Mais pas que, bien évidemment, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors Miranda, moi je flippe complètement quand vous me dites que vous mettez 4 à 6 semaines à acheter à l'étranger. Je me dis mais mince, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Est-ce qu'ils se précipitent pas trop? Il y a plein de questions. D'ailleurs, il y a Pierre, il y a Claude. J'ai bien vu vos questions. On va les poser après. Mais moi ça me fait un tout petit peu peur. Est-ce que vous pouvez me rassurer là-dessus? Bien sûr. Alors, on parle de moyenne. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. On a beau être en Europe et même aller peut-être demain au-delà de l'Europe, chaque marché est très spécifique. Chaque marché va avoir ses propres codes et chaque marché va être plus ou moins transparent. Les marchés que j'évoque ici, on parle par exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui est le plus gros marché européen, est un marché qui est extrêmement transparent. Il est dans les mœurs, en fait, d'aller vite, mais vite ne veut pas dire mal. Évidemment, quand on va à l'étranger, on est accompagné. On a toujours des due diligence. Donc, la due diligence, c'est vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour s'assurer que le deal, à tout point de vue, est OK. On va mettre en place des due diligence légales, fiscales, des due diligence techniques. On va faire des valorisations d'actifs, sauf que l'on va vite et on est efficace. Donc, c'est vraiment ce dont on parle. Il y a des pays comme la Pologne, par exemple, où là, on va plutôt transacter en 6 mois. Donc, nous, notre job en tant que gérant de fonds, ça va plutôt être de dire sur les marchés où on va vite, on le fait au fil de l'eau. Et puis là où on sait que ça prend plus de temps, on le planifie. Mais bien évidemment, tout ne va pas aussi vite. Malgré tout, on sent qu'on peut aller quand même plus vite qu'en France. Ça ne veut pas dire qu'on lésine sur la qualité de la due diligence. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, c'est pas la due diligence, la période d'analyse fine sur tous les volets qui est une période en réalité, elle, incompressible, puisque c'est le gage de la vérification de la qualité des actifs qu'on achète. En revanche, pour reprendre une illustration peut-être un peu caricaturale, mais sur les délais, le délai moyen en France, ça doit plutôt être proche des 4-5 mois d'acquisition. Ce qu'il faut saisir, c'est que sur ces 4-5 mois, en réalité, il y a assez vite 2 mois et demi, voire 3 mois, qui correspondent uniquement à des délais purement administratifs dans lesquels, en réalité, nous, en tant qu'investisseurs, on attend juste, mais c'est la période que tout à chacun a probablement connu lorsqu'il a d'abord signé une promesse. Mais en France, on a cette particularité d'avoir ce qu'on appelle la préemption, la possibilité de préempter par les municipalités. Et pour purger ce droit et vérifier qu'on a la possibilité d'acheter, on passe littéralement 2 mois et demi, voire 3 mois à attendre le retour de l'administration qui ne préempte pas le bien. Et donc, c'est toute cette période quelque part d'attente qu'on gomme littéralement en investissant à l'international. Ok. Ce que d'autres appellent la période de phobie administrative, elle est enlevée en France. Alors on parlait justement elle est enlevée à l'étranger, pardon. À l'étranger. Ouais, pas dans tous les marchés, mais dans la plupart des marchés, oui. Ok, je comprends. Surtout dans les pays avec une mentalité anglo-saxonne. Donc. Oui. Ok, donc on parle de ce processus rapide d'acquisition. Il y a aussi, et je crois que c'est un des prochains points, c'est une fiscalité qui est moins confiscatoire et qui en effet est un avantage de dingue, si on peut dire ça trivialement, pour l'associé final. Pour les personnes physiques que constitue la majeure partie de nos investisseurs, en fait, les revenus fonciers issus de l'étranger ne sont pas soumis à la CSG-CRDS de 17,2%.
Et ce delta, en fait, vient quand même quelque peu complexifier la donne lorsqu'on est investi en France. Mais sur ce point, je pense qu'il faut quand même noter que pour nous, le choix d'aller à l'étranger n'est pas guidé par une recherche d'optimisation de la fiscalité, mais c'est un point qui reste malgré tout la cerise sur le gâteau. Ok, je comprends. Pour nous, ça doit constituer un élément qui améliore la performance, mais performance qu'on va chercher véritablement sur le sous-jacent immobilier et l'investissement. Et à ce titre-là, on ne souhaite pas que la fiscalité dégrade une performance qu'on s'efforce tous les jours d'aller chercher, mais vraiment un élément qui vient, comme le dit Miranda, la cerise sur les gâteaux qui vient améliorer la performance pour le souscripteur final. Alors donc je rappelle juste que la fiscalité sur les revenus fonciers, quand on a des actifs situés en France, donc des revenus qui émanent d'actifs situés en France, c'est les prélèvements sociaux, donc 17,2% plus la tranche marginale d'imposition. Quand on est investi sur une SCPI dont les revenus proviennent d'actifs situés à l'étranger, là il n'y a pas ces 17,2%, on enlève ça tout de suite. Ouais, c'est énorme en effet. Il y a une question, on y va direct. Il y a une question de Pierre qui dit comment vous gérez le risque de change. J'avais la réponse sur la zone où on utilise évidemment la monnaie de l'euro, mais en effet sur le Royaume-Uni, ça mange peut-être sur votre présentation d'après, je sais pas, mais je vous propose d'y répondre direct. On couvre le flux locatif. Donc, on a des produits de couverture de change assez classiques qui nous permettent d'assurer la conversion GBP-euro, si on prend le cas du Royaume-Uni. Ensuite, vraiment, au cas par cas et pays par pays, on prend des décisions. Est-ce qu'on couvre la transaction? Est-ce qu'on ne la couvre pas? Tout dépend de l'analyse que l'on va avoir d'un marché donné. Puis, à certains marchés, comme en Europe centrale, par exemple, si je reprends le cas de la Pologne, où on a beau être dans un pays où la devise est en zloty, les transactions corporate, elles se font en euros et la plupart des loyers sont payés soit en euros, soit en euro denominated, ça veut dire avec une conversion immédiate. Donc en fait, on a une exposition au risque de change qui est extrêmement limitée. Ok, très clair. Vous me dites si vous voulez que je change de slide, je suis bon pour ça aussi. Bon, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Ouais, ok. Alors donc si on parle maintenant de la stratégie de Comet pour rentrer dans le vif du sujet, donc Comet, SCPI diversifiée internationale. Donc d'un point de vue diversification, c'est une SCPI qui peut investir dans toutes les classes d'actifs tertiaires, du bureau, du commerce, de la santé, de l'hôtellerie, bref, tout ce qui n'est pas du résidentiel. Elle peut faire de la logistique, mais elle ne peut pas faire de logistique en zone euro, puisque la logistique en zone euro est réservée à sa grande sœur Activimo. On a voulu une complémentarité parfaite entre les deux produits pour donner un sens en fait en portefeuille, mais également pour exclure tout conflit d'intérêts. Donc on ne se pose jamais la question de savoir si on préfère mettre un actif dans tel ou tel fonds. On a vraiment préféré exclure la zone d'Activimo dans Comet. D'un point de vue diversification géographique, Comet est autorisé à investir en Europe, mais également au-delà sur opportunité, on a la possibilité d'aller en Amérique du Nord et également en Océanie. Donc, c'est vraiment une SCPI non pas que pan-européenne, mais véritablement qui se veut internationale. On peut également avoir recours à l'endettement dans un endettement maîtrisé qui pourra aller à un maximum de 30% d'effet de levier. Le véritable plus, et ça je ne l'ai pas cité, mais qui est quand même un point particulier de la SCPI Comet, c'est que l'on a exclu la France de la stratégie d'investissement. Donc c'est dans les statuts et dans la note d'information, nous n'avons pas le droit d'investir en France, tout simplement parce qu'on a souhaité donner vraiment beaucoup de lisibilité dans la stratégie, mais également pour simplifier les déclarations fiscales des investisseurs. Ok. Bon, moi j'ai une question directe qui est 30% d'endettement. C'est normal, c'est plutôt élevé. Comment vous vous situez par rapport aux autres? On se met toujours des limites. Alors déjà, il faut savoir que pour un produit grand public, l'autorité des marchés n'aime pas trop quand on va sur des taux d'endettement trop élevés. Donc de manière générale, un effet de levier autour de 20-30% maximum reste quelque chose de relativement acceptable pour ce type de produit. Après, ce n'est pas parce qu'on le prévoit que l'on ira forcément à ces niveaux d'endettement.
Après, je pense qu'il faut quand même avoir en tête que dans le monde de l'immobilier, l'endettement et l'immobilier vont quand même relativement de pair. Et la dette peut vraiment être un boost de performance qui permet de créer de la valeur dans le temps. Mais nous, c'est quelque chose que l'on utilise avec parcimonie lorsque cela est nécessaire. Aujourd'hui, on a la capacité de le faire, mais on n'utilisera pas forcément. Si je prends le comparatif avec Activimo, par exemple, qui est un fonds qui fait aujourd'hui quasiment, enfin peut-être même un petit peu plus d'1,3 milliard de capitalisation, on doit avoir 40 millions de dettes disponibles. Donc, on est quand même sur des ratios très faibles. Okay. Là aussi, en fait, pour nous, le gisement et le fondement de la valeur et de la performance, il est véritablement sur l'actif immobilier qui est le sous-jacent initial, historique et le principe même de la SCPI. Et en revanche, on ne se prive pas, bien sûr, d'utiliser des outils qui soient fiscaux, qui soient notamment sur l'effet de levier, pour aller optimiser encore cette performance, mais qui trouve ses racines au départ sur le sous-jacent immobilier et pas qui est créé artificiellement à partir d'outils plus financiers. Ok, je comprends qu'il y a une gestion financière en plus d'une bonne gestion immobilière. Donc j'ai plusieurs questions et je vois des questions qui arrivent qui sont des questions légitimes de crainte de conflits armés, de guerre en Europe. La première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous sentez qu'il y a des cycles différents dans les pays européens? Est-ce que le cycle est le même pour tous les pays européens, les cycles immobiliers, ou est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a une désynchronisation, ce qui permet de capter des opportunités? Comment vous répondez à ça? Il y a des. Alors, c'est aussi pour ça qu'on est au MIPIM aujourd'hui, qui est un salon clairement international. Donc, ça nous permet d'avoir cette vision un peu générale et en même temps pays par pays. Il y a forcément, et c'est aussi là la force de l'Europe, quand même des tendances qui se dégagent sur le continent européen, mais dans cette unité ou dans cette macro-tendance, il y a aussi une décorrélation de certains pays, de certains cycles immobiliers. Ce qui est clair, c'est que l'immobilier, et encore plus l'immobilier tertiaire, de toute façon, c'est un élément qui héberge une activité économique. Donc, il y a une relation directe entre le climat économique d'un pays, d'un territoire et l'impact sur l'immobilier. C'est un peu une évidence de dire que chaque pays a son propre cycle, ses propres tendances de développement, d'évolution économique, même s'il y a toujours cette volonté aussi d'avoir une approche de plus en plus cohérente, notamment à l'échelle notamment du continent européen. Mais oui, il y a clairement des décorrélations de cycles. On en discute là dans chacune de nos réunions au MIPIM avec les différents acteurs qui sont la plupart du temps les acteurs immobiliers qui nous fournissent les opportunités qu'on va acheter, sont des acteurs qui ont une présence internationale et donc qui nous aident effectivement à aller chercher la meilleure opportunité au meilleur moment avec des repricing, enfin des repositionnements, des évolutions de valeur sur les actifs qui sont différentes. La façon de travailler n'est pas forcément exactement la même au UK qu'elle ne l'est en France ou qu'elle ne l'est en Italie. La façon de consommer n'est pas exactement la même. La reprise de la consommation des ménages est différente. On sait qu'il y a historiquement aussi, par exemple, un décalage dans l'utilisation du e-commerce entre le UK qui est plutôt en avance versus les pays du sud de l'Europe. Il y a une prise en compte aussi des risques de conflits armés qui est différente entre les pays et c'est à nous de savoir entre guillemets les anticiper et d'avoir la vision suffisamment claire pour aller saisir les opportunités immobilières pertinentes au bon moment. Ok. Que si on parle juste de l'Europe, on est quand même sur des marchés qui sont hétérogènes. Ils n'ont pas tous la même taille. On va avoir des poids lourds en Europe, le UK, l'Allemagne, la France, l'Espagne et d'autres petits marchés. Et puis, ce qu'on voit vraiment, et on le voit depuis quelques mois, et là, on en reparlait tout à l'heure au MIPIM, tous les marchés post-crise ne réagissent pas avec la même dynamique et au même rythme. Il y a des marchés qui reprennent plus vite, il y a des marchés qui stagnent un peu. Notre propre marché domestique sur 2024, il est plutôt en décroissance.
Et ça renforce en fait d'autant plus nos convictions sur le fait qu'il faut avoir un terrain de jeu large pour pouvoir en tout temps, parce qu'une stratégie de SCPI, c'est surtout du long terme et donc un travail de longue haleine, avoir toujours des opportunités à les saisir. Mais c'est sûr que les dynamiques sont très différentes d'un marché à l'autre. Ce qu'on ressent, nous, aujourd'hui, le Royaume-Uni revient vraiment en force. L'Irlande, qui était assez intéressante il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, nous, on est plutôt attentistes parce qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs, notamment français, qui y sont allés. Donc, momentanément, ça a fait gonfler un petit peu artificiellement les prix. Donc, nous, pour le moment, on regarde. Le stock est également assez faible, mais c'est assez variable parce qu'en réalité, il y a encore un an, c'était un petit peu plus dynamique. Et c'est toujours comme ça. Donc il faut savoir saisir les bons cycles et se positionner sur les bons pays au bon moment. Et cet impact du temps, faut jamais oublier que la SCPI est un véhicule de long terme et il y a ce qu'on fait de manière instantanée au moment de l'acquisition avec un taux à l'acquisition qui correspond au loyer en place sur un actif qu'on achète. Mais dans notre logique et réflexion sur la diversification du risque, on essaye aussi de se positionner. Parfois, on est capable d'acheter plus cher un actif, mais dont on sait qu'il est déjà à un niveau de loyer plafond, mais parce que c'est un marché sur lequel il y a des éléments de réassurance et extrêmement robuste en termes de performance. Et d'autres marchés où on va peut-être aussi avoir des perspectives de croissance des loyers sur le long terme. Et là aussi, il y a une décorrélation. Les perspectives d'évolution de loyer sur du bureau ne sont pas forcément les mêmes que sur de la logistique ou sur du commerce. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte dans notre analyse initiale pour là aussi diversifier le risque et se laisser des marges de progression. On dit parfois pompeusement que ce qu'on achète aujourd'hui, c'est la performance, ou en tout cas on essaye de construire la performance de demain, et cette performance de demain, on la crée justement avec ces anticipations des évolutions de valeur locative. Ok, c'est intéressant. Il y a beaucoup de questions. C'est un sujet qui passionne. Il y a une question concrète sur le conflit et après on va s'arrêter là sur le conflit. Mais en cas de guerre, question concrète. Là, je n'ai pas la réponse, mais s'il y a un immeuble qui est bombardé, c'est vrai, pourquoi pas. Est-ce que les immeubles sont assurés? Est-ce que vous avez imaginé le cas de figure? Alors, bien sûr, les immeubles sont assurés. C'est une obligation. Après. Les guerres sont généralement considérées comme des éléments de force majeure, donc avec des caractères un peu d'exclusion dans certains contrats d'assurance, tout comme les événements climatiques. Donc ce sont des sujets bien évidemment sur lesquels on travaille, mais on peut pas se couvrir sur tout. Et si je dirais en cas de guerre, et s'il y a un immeuble qui est malheureusement bombardé, je pense que les soucis d'une manière générale seront beaucoup plus larges que ceux limités à ce seul immeuble. C'est possible, en effet. Je pense que le fonds euro, si on doit prendre un autre placement, aura aussi quelques petits problèmes, en effet. Là, je réponds à une question directement. Oui, il y aura un replay qui sera envoyé à tout le monde et comme ça, vous pourrez voir, pour ceux qui n'ont pas vu le début de ce webinaire, le début des propos. La qualité évidemment des locataires que vous avez, elle est importante. Elle vous permet de limiter, c'est Philippe qui nous pose cette question, de limiter les risques d'un payé futur. Mais ça, je pense que ça tombe sous le sens, en effet. Je vous laisse répondre à ça, mais ça me paraît logique. Non, mais là aussi, ça se joue à la fois sur, bien sûr, la qualité des locataires, mais aussi la diversification des locataires. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte de rester toujours dans des ratios prudentiels. Notamment, on se fixe comme règle qu'un locataire ne dépasse pas 20% de l'emprise sur le loyer total. Après, parfois, ça peut être un seul locataire, mais sur différents sites, dans le cadre de différents baux, ce qui mutualise là aussi le risque. Donc, effectivement, la diversification, c'est de toute façon une saine façon de mutualiser grandement le risque. Ok. Il y a Henri qui me pose une question et ça va nous permettre d'avancer, qui me dit pourquoi Comet est meilleur que d'autres. Est-ce que c'est parce que c'est une SCPI nouvelle génération? Et je vous propose d'y répondre justement, peut-être en parlant du patrimoine et en expliquant un peu la répartition, sauf si vous avez envie d'aller sur une autre slide.
Non, parce que moi, meilleur, faut surtout que la SCPI, elle réponde aux besoins et aux attentes de l'investisseur. Donc, elle peut être peut-être meilleure pour un investisseur et moins bonne pour un autre. Et là, c'est Très bonne réponse. le travail de nos partenaires distributeurs aussi de trouver cette bonne adéquation. En tout cas, c'est certain que l'objectif d'une SCPI, ça reste quand même d'avoir un bon niveau de distribution. Et dans ce sens-là, c'est vrai que Comet s'en sort pas trop mal. Et l'un des points forts, on l'évoquait en réponse aux questions et ce qu'on va pouvoir illustrer dans les prochaines slides, c'est effectivement, on avait imaginé avec Comet un produit dont on voulait qu'il soit un vrai produit très diversifié, tant d'un point de vue géographique que d'un point de vue typologique. Et je crois qu'à l'issue de cette première année, on y est pas mal arrivé. C'est ce qu'on illustre notamment donc, avec cette première slide où vous voyez la répartition du portefeuille à l'issue de cette première année, qui est déjà une répartition, je trouve, relativement bien construite, avec aucun pays qui soit majoritairement prépondérant, mais plutôt un équilibre avec certains marchés, je pense notamment à l'Espagne et l'Italie, sur lesquels on a des convictions assez fortes, notamment d'évolution de valeur locative pour construire cette performance de demain, comme je le disais tout à l'heure. D'autres marchés peut-être un peu plus matures, peut-être un peu plus chers aussi, mais sur lesquels on a des convictions fortes, que sont notamment donc, les Pays-Bas par exemple et le UK. Donc une construction d'un portefeuille bien diversifié qui tant au niveau géographique que effectivement la deuxième slide l'idée c'était de montrer cette diversification aussi typologique, puisque après un an d'existence, on a déjà dans le patrimoine de Comet une grande diversité. On a un hôtel, des studios de télévision et de retransmission sportive, des bureaux, des commerces, des laboratoires, un centre de paddle. Là aussi, ça nous permet d'avoir une grande diversité typologique, une grande diversité de locataires et d'utilisateurs, et donc d'être finalement très peu dépendant de certains secteurs économiques, et donc là aussi de mutualiser le risque. Je profite de cette slide pour mettre peut-être en avant trois opérations qu'on affectionne tout particulièrement. On les aime toutes, mais et on a des convictions sur toutes, mais par exemple, l'actif d'Assago à Milan, c'est une opération qu'on a faite, donc qu'on appelle dans un contexte off-market, c'est-à-dire que c'est pas une opération qui avait fait le tour de la place et le tour de tous les investisseurs. Et donc, ça démontre aussi la capacité de notre équipe à aller chercher ce genre d'opération un peu privilégiée. Et privilégiée pour une autre raison, c'est que en réalité, le vendeur était contraint de vendre, ce qui nous a mis dans une position de force pour la négociation du prix notamment, et qui explique qu'on a pu acheter cette opération sur la base d'un taux de 12%, taux exceptionnel, et dans lequel ce taux ne reflète pas un niveau de risque élevé, puisque par ailleurs, c'est une opération extrêmement bien située au pied des transports en commun et du métro milanais. Milan, je le rappelle, mais c'est quand même le poumon économique et le principal pôle économique d'Italie, et avec un taux d'occupation et une qualité des locataires, une mutualisation du risque aussi, parce que le site est multilocataire, donc pas de dépendance à un seul et même utilisateur, et avec là aussi des perspectives d'améliorer encore ce rendement, puisque on a un étage de cet immeuble qui est vacant et dans lequel on va réaliser des travaux pour être en mesure de le relouer et d'améliorer encore le revenu généré par cet actif. Autre illustration, c'est l'actif de Mediarena. Donc, c'est celui que vous voyez en la troisième vignette. Alors là, on est sur un actif relativement à la fois atypique, parce que c'est vrai que c'est un centre de tournage d'émissions de télévision, de retransmission sportive. On est dans Amsterdam, dans un quartier extrêmement dense, dédié notamment à tout ce qui est loisirs et avec une forte pression sur le foncier en résidentiel.
Et outre le fait qu'on ait une grande sécurité locative sur cet actif-là, puisque c'est un bail long terme avec en démol que je ne présente pas, ce qui nous a plu aussi dans cet actif, c'est ce côté temps long et le fait que c'est en réalité un actif qui, malgré son caractère atypique, est en réalité très, très réversible et durable, puisque c'est une espèce de grande coque immobilière qui nous permet d'imaginer, en fait, en cas de départ du locataire, une multitude d'usages futurs pour ce bâtiment. Ça peut être devenir demain, plutôt après-demain, le plus tard est le mieux en tout cas, mais un futur maillon de la chaîne logistique de la capitale des Pays-Bas. Ça peut devenir un centre de commerce, ça peut devenir une salle de loisirs ou une salle de cinéma. Et là aussi, c'est une réflexion sur le très long terme et la durabilité, la réversibilité des actifs qu'on a eu à travers cette opération. Et dernière illustration, c'est notamment une opération donc, dans le Kent, qui est l'opération, l'avant-dernière vignette. C'est une opération, alors désolé pour l'anglicisme, mais c'est une opération de sell and leaseback. Donc en réalité, c'est de l'externalisation de patrimoine par un opérateur. Donc c'est un opérateur mondial de la logistique froide qui opère donc sur les produits de la mer, qui s'appelle Seafrigo, qui souhaitait concentrer, générer de la trésorerie pour réinvestir dans son core business et qui donc a décidé d'externaliser son patrimoine et de nous vendre ce site immobilier en contrepartie d'un engagement très long terme. Donc on a là aussi de la sécurité locative et c'est une opération, alors preuve de l'engagement de l'équipe qu'on a signé le 31 décembre à 15h, juste avant d'aller. Donc jusqu'au bout, on reste mobilisé. C'était aussi une des conditions qui avait été fixée dans le deal de le finaliser avant la fin de l'année, chose qu'on a tenu cet engagement également. Et je le précise aussi parce qu'en réalité, c'est un partenaire qu'on a rencontré il y a plus de 2 ans et demi maintenant, qui nous avait déjà fait part de ses volontés d'externalisation du patrimoine et notamment de ses volontés de se développer et de faire ce type d'opération, pas seulement au UK, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande notamment. Et c'est la raison pour laquelle ces territoires-là figurent dans la note d'information de Comet. Et j'espère que cette première opération était l'introduction d'une longue collaboration avec cet opérateur pour nous amener sur les territoires un peu plus nouveaux pour Comet. Alors, merci pour ces exemples. Moi, je note un pied d'immeuble à Cardiff qui semble être un pub et j'ai l'impression que cet actif ne sera jamais vacant. Il y a Jean-Pascal qui nous dit, est-ce qu'il est judicieux d'investir pour 5 à 10 ans? On peut investir pour la durée que l'on veut, mais la durée minimum conseillée pour les SCPI, fortement conseillée, c'est 10 ans. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais nous, on conseillera toujours 10 ans minimum de durée de détention des parts de SCPI. Pierre qui voit tout nous dit le Kent, Royaume-Uni, il nous dit je comprends pas, c'est de la logistique. Or on avait dit logistique interdit dans Comet. Hors zone euro. Hors zone euro. D'accord. Puisque Activimo fait de la logistique en zone euro. Donc il n'y a pas de... Ok, très clair. J'avais une autre question aussi concernant la slide précédente et puis après on reviendra sur les résultats et objectifs. Pas de Portugal, pas d'Allemagne, pas de Belgique, contrairement à d'autres pour qui c'est le fer de lance. Question piège. Alors, la SCPI, il y a 1 an, 1 an et 2 mois, on essaie d'avoir une approche pragmatique, méthodique et on ne veut pas y aller tout azimut. Hein. On a ouvert quasiment 6 marchés sur l'année 2024. Il faut savoir qu'ouvrir un pays, ça prend du temps. Et on a beau naviguer sur ces marchés depuis de nombreuses années, il faut comprendre les marchés, les acteurs, la psychologie du marché, comment les marchés fonctionnent. Et puis, il faut surtout aussi que ce soit le bon moment. Donc, l'Allemagne peut avoir, effectivement, c'est un très grand marché, hein, mais pour le moment, alors on pensait atteindre un bas cycle en septembre dernier, mais on n'y est toujours pas. Et en réalité, c'est un marché qui est quand même assez compliqué. La Belgique est un petit marché où il y a beaucoup de transactions entre family office en réalité locaux sur les actifs de rendement que l'on cherche. Donc, ce n'est pas
un marché qui est très profond et très facile à entrer. Et en tout cas, aujourd'hui, nous, ce n'est pas notre priorité. Et le Portugal, bon, on ne vous en dit pas plus, mais il n'est pas improbable qu'au niveau d'Alderan, on y fasse nos premiers pas avant la fin du premier semestre. Ok, affaire à suivre, ça marche. Si on se parle des chiffres et des résultats et objectifs, alors je vois 10,62 de taux de distribution, c'est tout de suite le chiffre qui m'interpelle et qui interpelle souvent les épargnants. Ça va pas durer cette affaire. On est bien d'accord. Ou ça va durer. Si vous regardez le chiffre, le dernier chiffre de la deuxième colonne. L'objectif TRI à 10 ans, il est de 6,50%. La SCPI produit de long terme, nous, notre but, c'est vraiment à terme de pouvoir distribuer du 6% et ensuite avoir une appréciation de la valeur de part dans le temps également. Les 10,62%, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va durer. En revanche, on a eu une année 2024 qui a été une année de lancement exceptionnelle. On a eu des prix réajustés dans un bas de cycle. On n'avait pas connu des conditions pareilles d'investissement depuis au moins 12-13 ans. Et ça nous a vraiment permis de constituer en 2024 un portefeuille avec un couple rendement-risque très intéressant d'un point de vue performance. Vous avez vu il y a un ou deux slides les actifs qu'on a achetés. On a pu acheter un rendement moyen à l'acquisition autour de 9%. Ensuite, évidemment, cette année, nous avons réussi, grâce à un suivi très précis et puis des outils internes qu'on a bien développés, on investit très rapidement notre collecte de manière rapide, agile, ce qui a été également très bénéfique sur la performance de l'année 2024. Et enfin, le cash management a fortement contribué à la performance 2024, qui a déjà bénéficié d'un contexte d'investissement assez exceptionnel. D'un point de vue placement, tout euro qui n'était pas encore investi a été placé sur des supports court terme sécurisés en moyenne à 3,5%. Oui. À titre d'exemple et d'illustration, en 2015, ce même cash, on le plaçait à 0,3% et en 2019, on le plaçait à 0. Donc, il y a une contribution 2024 de ce cash management qui a été très positive. Cette tendance, elle va se poursuivre sur 2025, même si on sera plutôt autour des 2,25, 2,50%. Donc, après, ce qu'il faut avoir en tête, et nous, c'est vraiment notre philosophie, n'oubliez pas que chaque investisseur est fiscalisé sur le résultat de la SCPI. Donc, on avait deux options, soit distribuer, soit le garder en réserve, mais l'impôt, il est payé par les investisseurs. Et nous, on a vraiment la philosophie de dire, pour l'investisseur, ce qui est pris n'est plus à prendre. Puis, il fallait également rémunérer et remercier les premiers investisseurs qui ont investi dans le fonds Comet. Et enfin, je le précise parce que c'est important de l'avoir en tête, on a distribué 10,62% et nous avons également constitué 3 mois de report à nouveau, ce qui nous paraît raisonnable pour continuer et démarrer positivement l'année 2025. Ok, le report à nouveau, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le trésor de guerre qui est mis en réserve si jamais on a envie de verser un revenu complémentaire, s'il arrive des problèmes, s'il y a un deuxième Covid. À l'époque, on en riait, mais on pensait pas qu'il pouvait y avoir une épidémie, mais ça peut servir en effet. Ouais. C'est pas parce qu'on a un report à nouveau qu'on est obligé de s'en servir aussi. Parfois, j'entends oui, il y a un report à nouveau, donc s'il y a un problème, ils s'en serviront. Non, c'est pas obligatoire. Il y a Stéphane qui me dit j'ai envie d'investir en nue propriété. Bon projet, Stéphane. Pas de problème, on peut vous accompagner si tant est que ça corresponde à votre situation. Il dit la valeur de reconstitution n'est pas favorable. C'est pas vrai. Le prix de souscription est de 250 €. Là, je vois 258 €. On est bien d'accord que j'achète de manière sous-cotée par rapport à cette valeur de reconstitution. Tout à fait, puisqu'elle est en hausse sur l'exercice 2024. On est à 258,45. Qui est le reflet que les expertises de fin d'année ont plus ou moins confirmé le fait, enfin plutôt plus que moins, confirmé le fait qu'on avait bien acheté dans ce marché. Et juste un petit mot avant qu'on mais que cette performance financière ne doit pas non plus occulter la performance extra-financière, puisque dans les faits notables aussi sur Comet quand même cette année, c'est le fait qu'on a obtenu le label ISR, donc qui quelque part récompense une démarche. Alors c'est plus une démarche qui est saluée ici, puisque en fait le label ISR, le fonctionnement, c'est un engagement sur 3 ans d'amélioration de la note
sur le volet environnemental, sociétal et gouvernance du fonds, avec une amélioration de cette note sur une trajectoire d'amélioration sur 3 ans, avec une approche qui est celle qui nous est chère chez Aldéran, qui est plutôt une approche d'amélioration continue, pas forcément de se concentrer uniquement sur des actifs qui sont des pépites et des actifs exemplaires en matière environnementale notamment, mais plutôt d'embarquer tout le portefeuille vers de l'amélioration sur ces 3 volets. Ok, très clair. Bon, moi je retiens qu'il y a un objectif de taux de distribution de 7%. Alors certes, c'est pas les 10,62 qu'on constate pour cette première année 2024, mais c'est quand même pas mal. Je précise également, sinon vous n'allez pas être content, je le sais, que cet objectif de taux de distribution n'est absolument pas garanti. C'est quelque chose qui est notable. Alors il n'est pas garanti et c'est un taux que l'on souhaite, on verra si on est en capacité de le faire, que l'on souhaite améliorer au cours de l'année. Mais chez Aldéran, on a une approche très prudente. On rehausse les taux de distribution à partir du moment où on est certain, c'est un mot que je n'ai pas le droit d'utiliser, mais j'utilise quand même, pour pouvoir tenir l'objectif en question. Donc, il sera probablement réajusté en cours d'année. Ok. Je vois le temps qui passe, c'est 56 minutes. Alors ça, c'est plutôt les caractéristiques. En effet, vous l'avez lancé en 2023. Le prix de part, on l'a vu, 250 €. Il y a des frais de souscription comme la plupart des SCPI aujourd'hui. C'est le modèle dominant et c'est ce qui permet aussi d'avoir une fidélité aussi. Ça sert cela, une fidélité et pas un turnover trop important vis-à-vis des associés, et c'est, je pense, un point intéressant aussi. Il y a un délai de jouissance qui est de 5 mois en tout. Il y a beaucoup d'éléments que je retiens. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on conclue par rapport à tout ce qu'on s'est dit? C'est déjà dense, ou même si vous, derrière votre écran, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, peut-être les nouveautés 2025 rapidement. Ouais. Alors, on a voulu reprendre les outils qui ont fait le succès d'Activimo, donc l'épargne programmée à partir de 50 € par mois. Donc, après une première souscription, l'épargnant il peut réinvestir chaque mois 50 €. Il peut également décider de réinvestir son dividende selon un pourcentage de réinvestissement choisi. La vraie nouveauté 2025, c'est que l'on va mensualiser le versement du dividende. Alors, quelque part sur le premier semestre, à la fois sur Comet, mais également sur Activimo. Donc, nos investisseurs recevront dès l'annonce officielle leur dividende chaque mois. On pense que cela va leur apporter satisfaction dans un monde où l'on sait que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ça fait également beaucoup de sens pour les investisseurs qui souscrivent à crédit et qui vont donc devoir rembourser des mensualités. Absolument. C'est la grande nouveauté 2025. Très bien, ok. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Donc, juste pour bien comprendre le réinvestissement des dividendes, ou pour bien transmettre cette compréhension, je perçois des dividendes et plutôt que de les recevoir et de ne pas savoir qu'en faire, je les réinvestis directement en nouvelle part. Exactement. Et mes petits font des petits, pour illustrer de manière très basique. Ouais, c'est ça. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur Comet? Et vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Vous savez tout pour l'instant. J'ai compris que le Portugal allait arriver. C'est pas mal. Ça fait beaucoup d'informations. Ouais, tout à fait. Je vous remercie pour ce temps passé, pour ces explications. On a balayé pas mal de choses. Je trouve ça intéressant, ça donne envie. Je comprends que la SCPI, elle est diversifiée, elle investit sur des secteurs dans lesquels on n'a pas l'habitude d'être investi par ailleurs en tant qu'épargnant. Donc c'est intéressant en Europe. J'ai noté également que le taux de distribution était quand même le meilleur parmi toutes les SCPI pour cette année 2024, et que ce ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine, mais en tout cas, il y a un objectif qui
qui est ambitieux et intéressant. Je note aussi que ça y est, la valeur de reconstitution après une année d'exercice, en tout cas de versement de dividendes plein, est déjà supérieur au prix de souscription. Voilà ce que j'ai retenu. Évidemment, il y a des avantages de la SCPI qu'on connaît, que je ne vais pas rappeler, que j'ai déjà énoncé en début de ce webinaire. Nicole est d'accord avec moi. Nicole, elle écrit pas de questions, juste un retour. Je suis très contente d'avoir été parmi les premières personnes à investir sur Comet. Donc, merci de la confiance. Je ne sais pas si c'est avec nous. Elle dit j'avais déjà des parts d'Activimo. Merci. Les responsables ont une approche qui me plaît vraiment. Donc, ce n'est pas un commentaire de notre équipe ou quoi que ce soit. C'est une vraie personne. Est-ce que, dernière question, est-ce que vous avez une amélioration du TOF, donc TOF, taux d'occupation financier, qui est anticipé pour 2025? Oui, on a conscience du fait que le TOF peut paraître peut-être un petit peu bas, notamment, mais c'est lié là aussi à cette phase de constitution du portefeuille et à cette petit gisement de création de valeur qu'on a voulu se réserver avec l'opération d'Assago que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'on a effectivement un plateau qui est vacant sur cet immeuble de bureau, mais ce qui est surtout important de préciser, c'est qu'on sait pourquoi il est vacant, c'est qu'en réalité, il a besoin de travaux que le précédent propriétaire n'a pas pu réaliser, et donc tout l'objet, c'est bien de faire ces travaux pour permettre de le relouer et qu'on améliore de toute façon ce taux d'occupation financier de la SCPI Comet. Oui, ce n'est pas une vacance subie qui est arrivée en cours de route, c'est vraiment sur cet immeuble que l'on a acheté à un taux de 12%, un gisement de valeur que l'on va aller chercher probablement dans l'année ou l'année suivante. Il faut le voir comme une opportunité plutôt qu'une menace. Ok, je comprends. En tout cas, c'est la façon dont on le voit. Ok, 3 dernières questions. Petite question auxquelles vous répondez par oui ou par non, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. C'est est-ce qu'il y a quelle est la part d'institutionnel dans le fonds? Est-ce que Comet est accessible en assurance vie? Je pense que oui. J'imagine que oui. Je sais absolument pas. C'est vous qui allez y répondre. Et le montant global du fonds est-il plafonné? Voilà ce qu'on me pose comme question. La part d'institutionnel, elle est limitée. On veut volontairement vraiment laisser ce produit pour le grand public et surtout ne pas s'exposer à un risque de retrait massif que l'on peut voir aujourd'hui sur d'autres produits. Et on veut en fait garder notre indépendance. Donc on n'est pas encore référencé en assurance vie. Et la troisième question, je veux bien que vous la reposiez. Est-ce que le fonds est plafonné, le montant global? On a un plafond qui est un peu statutaire, mais qu'on peut faire évoluer et soumettre en assemblée générale. C'est toute l'ambition qu'on a justement pour accompagner cette croissance. Peut-être, en tout cas, le dernier mot que j'avais, c'était que on ressort, on y est encore, mais ce MIPIM nous renforce, ou en tout cas moi me renforce dans ma conviction du fait qu'il y a vraiment des belles opportunités à saisir et ces opportunités on peut les saisir que si effectivement on a une collecte qui est importante. Il y a encore, Miranda a évoqué le fait qu'on avait su, je crois, saisir un bon momentum de marché l'année dernière, mais le momentum il est encore clairement présent et donc on va revenir de ce MIPIM avec beaucoup d'opportunités à analyser tout en gardant la même sélectivité, mais il y a clairement des opportunités à aller saisir, de la performance de demain à aller construire et donc ça serait dommage de se plafonner dans cet environnement qui est plutôt favorable. Ok. Écoutez, Benjamin, Miranda, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous parmi ce salon, pendant ce salon MIPIM. J'espère que ça nous permet de nous asseoir un peu, on est content. Ouais, c'est très bien. J'imagine que vous allez y retourner et demain vous allez encore passer du temps. Merci d'avoir passé également du temps, vous qui nous regardez avec ce webinaire. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est qu'elle plaira certainement à des personnes autour de vous. N'hésitez pas donc à la partager. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Et merci Paul. À bientôt. À bientôt.